On va donc poursuivre notre conférence et encore désolé pour la frustration par rapport aux questions-réponses, mais c'est le principe de la conférence de consensus, c'est de rester précis et donc le bout de la présentation aujourd'hui est une partie de l'ensemble du travail, comme ça vous a été dit. Nous allons donc passer au sujet de l'utilisation des antipsychotiques dans la démence et la particularité de la gestion des symptomen comportementaux, donc de gedragsmatige en psychologische symptomen van dementie. En we beginnen dan met een samenvatting van de bibliografische onderzoek door meneer Baitar. En daarna zullen dan dokter Peters luisteren. Dank u wel, meneer. Goedemorgen. Dus deze presentatie gaat over de werkzaamheid van antipsychotica bij PTSD. Hier worden de juryvragen getoond. De eerste gaat over doeltreffendheid. Wat is de plaats van de atypische en de typische antipsychotica? En is er een voorkeur onder de antipsychotica? Veiligheid en deprescribing komen later op de dag aan bod. Het eerste deel van de presentatie gaat over de richtlijnen die we geselecteerd hebben. En in een tweede deel komen de resultaten van onze systematische search aan bod. Dit zijn de richtlijnen die we geselecteerd hebben. De eerste zijn Amerikaanse richtlijnen, APA 2016, Australische richtlijnen, de richtlijnen van NICE en de laatste zijn Ierse richtlijnen. Er zijn veel aspecten om rekening mee te houden bij de behandeling van BPSD. Ik kan hier ook alleen maar een aantal punten overlopen. Antipsychotica worden aanbevolen na falen van een niet-medicamenteuze behandeling, alleen in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij agitatie of agressie, of psychose, wanneer de symptomen erg zijn en ook wanneer bepaalde oorzaken uitgesloten zijn. Het is belangrijk dat antipsychotica een niet-medicamenteuze behandeling aanvullen en niet vervangen. Ook zeer belangrijk om alles te bespreken met de patiënt en de familie, de risico-batenverhouding te bespreken, vooral risico op CVA en mortaliteit. Er is een voorkeur voor een behandeling per os. Toch om mee te starten wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke effectieve dosis voor zo'n kort mogelijke duur. En het is belangrijk om regelmatig de werkzaamheid, ongewenste effecten te evalueren en ook of dat er nog steeds nood is aan antipsychotica. De richtlijnen bespreken de indicaties voor antipsychotica. Er zijn lichte variaties in de aanbevelingen. Komt er eigenlijk op neer wanneer er een gevaar is voor de patiënt of voor anderen, of wanneer de symptomen ernstig zijn, of in andere richtlijnen spreekt men significant, en of er is significante distress. De richtlijnen spreken ook over specifieke symptomen, psychose en agitatie, en agressie wordt vermeld in 2 van de 4 richtlijnen. Antipsychotica worden niet aanbevolen bij milde tot matige BPSD of niet-cognitieve symptomen. En ze worden niet aanbevolen bij dementie met Lewy bodies of bij de ziekte van Parkinson omwille van de extrapiramidale ongewenste effecten. En ook niet bij bepaalde niet-cognitieve symptomen, onder andere dwalen, roepen, seksuele disinhibitie. En indien daar toch antipsychotica worden voorgeschreven, moet de voorschrijver goede argumenten kunnen voorleggen. De verschillende richtlijnen hebben een voorkeur voor de atypische antipsychotica, de tweede generatie antipsychotica, gezien dat ze minder extrapiramidale ongewenste effecten geven. De richtlijnen doen geen uitspraken over bepaalde keuze. Dat is ook, zoals je daarnet hebt gehoord, afhankelijk van patiënt tot patiënt. Nu, in de sectie waar de richtlijnen de evidentie bespreken, doen ze wel een aantal uitspraken, maar die nemen ze niet op in hun formele aanbevelingen. De Australische richtlijn van 2016 is enigszins daar een uitzondering in. Zij zeggen dat quetiapine en olanzapine het best verdragen worden. Voor psychose bestaat er vooral bewijs voor risperidone en voor agitatie en agressie is er vooral bewijs voor risperidone en olanzapine en in mindere mate voor aripiprazole. Er is voor de toedieningsweg gaat de voorkeur naar een behandeling per os.
Indien een parenterale behandeling noodzakelijk is, gaat de voorkeur naar een intramusculaire toediening en onder de antipsychotica gaat daar een voorkeur naar olanzapine. Indien intramusculaire toediening nodig is op korte termijn, is het belangrijk om een kortwerkend antipsychoticum te gebruiken. Langwerkende, injecteerbare antipsychotica worden niet aanbevolen, tenzij er een andere chronische psychiatrische aandoening is met die indicatie. Er zijn wel een aantal omstandigheden waar het wel een voordeel kan geven, bijvoorbeeld voor goede therapietrouw of wanneer de patiënt weigert om medicatie in te nemen. En het is belangrijk om eerst dat de orale medicatie goed verdragen wordt vooraleer over te schakelen naar de langwerkende injecteerbare vorm. Wat zeggen de richtlijnen over stoppen van antipsychotica? Indien er geen duidelijk voordeel is, binnen een korte tijdsperiode moeten de antipsychotica afgebouwd worden en gestopt worden. De Australische richtlijnen spreken over een periode van 1 tot 2 weken. De Amerikaanse richtlijnen spreken over een trial van 4 weken met een adequate dosis. En indien er een partiële respons is, kan er nog opgetitreerd worden. En de Ierse richtlijnen zeggen om af te bouwen en te stoppen waar mogelijk, in overleg met patiënt en familie. Er zijn geen studies over de optimale behandelingsduur. Om risico's, ongewenste effecten te vermijden, bevelen de richtlijnen aan om af te bouwen en te stoppen binnen 3 maanden of 4 maanden, afhankelijk van de richtlijn. En de richtlijn van NICE zegt alleen om de behandeling zo kort mogelijk te houden. Ik ga het deel van de richtlijnen afronden met nog een juryvraag. Namelijk, de vraag was, is er een verschil in de aanpak tussen de thuissituatie en woonzorgcentra? Nu, de richtlijnen zeggen daar eigenlijk niets over. De volgende spreker, expert, kan misschien daar iets meer over vertellen. Komen we bij het tweede deel, onze literatuursearch. We hebben gekeken naar RCT's die deze 3 vergelijkingen onderzoeken. We hebben gegevens gevonden voor aripiprazole, olanzapine, quetiapine en risperidone. Voor de andere atypische antipsychotica hebben we dus geen gegevens. En dit zijn de resultaten voor de vergelijking aripiprazole versus placebo. We hebben daar een meta-analyse voor geselecteerd. En je kan zien dat voor werkzaamheid, deze meta-analyse, de ernst van, de totale BPSD heeft onderzocht en ook psychose en agitatie. Men heeft dus die 3 uitkomstmaten systematisch bestudeerd. Je gaat dat ook zien in de volgende vergelijkingen. En men zag voor aripiprazole dus dat er een effect was voor zowel totale BPSD en agitatie, maar niet voor psychose. De kwaliteit van evidentie was matig en je kan zien de behandelingsduur in de studies was 10 weken. En er werden 3 studies gevonden. Voor olanzapine zijn er vergelijkbare resultaten. Opnieuw, totale BPSD, agitatie en psychose werden onderzocht. En de kwaliteit van evidentie was hier ook matig. Sommige studies hadden wel een iets langere behandelingsduur. Quetiapine geeft andere resultaten. Er waren geen verschillen met placebo voor de 3 uitkomstmaten. De kwaliteit van evidentie was daar ook matig. Voor risperidone was er wel een effect voor de 3 uitkomstmaten. De kwaliteit van evidentie was daar laag tot matig. Dan komen we bij de vergelijking atypische antipsychotica versus haloperidol. De atypische antipsychotica werden hier als groep geanalyseerd. Er waren te weinig gegevens om een analyse te doen per atypisch antipsychoticum. En men zag geen verschil voor totale BPSD en agitatie tussen atypische antipsychotica en haloperidol. Voor studies die atypische antipsychotica met elkaar vergeleken, zijn er gegevens voor risperidone versus olanzapine. Er was geen verschil tussen beide geneesmiddelen en ook voor de vergelijking met quetiapine was er geen verschil. Ik heb hier veel resultaten overlopen. Ik ga even proberen samenvatten.
Voor de vergelijking atypische antipsychotica versus placebo was er een matige bewijskracht voor een effect voor aripiprazole en olanzapine voor totale BPSD en agitatie, maar niet voor psychose. Er was geen effect voor quetiapine voor de 3 bestudeerde uitkomstmaten en er was lage tot matige bewijskracht voor een effect voor risperidone voor de 3 uitkomstmaten. We hebben dus resultaten voor aripiprazole, olanzapine, quetiapine en risperidone. Voor de andere atypische antipsychotica hebben we geen data. Er is geen verschil tussen atypische antipsychotica en haloperidol. De kwaliteit van evidentie was zeer laag tot laag. En er was ook geen verschil tussen de onderzochte atypische antipsychotica. Dan ga ik afronden met een kritische reflectie van de literatuur. Er zijn een aantal punten op te merken. Er zijn verschillen tussen de gebruikte schalen om BPSD te evalueren in de RCT's. Soms werden ook die resultaten van die verschillende schalen op elkaar gehoopt. De conclusie hier is eigenlijk dat er in het beste geval een klein effect is met de antipsychotica versus belangrijke ongewenste effecten die later worden besproken. Er zijn ook verschillen tussen de studies, bijvoorbeeld in ernst van ziekte en ook of dat al dan niet psychotrope medicatie tijdens de studie toegelaten waren. Er zijn ook weinig trials per vergelijking, waar dan ook, er is ook een grote range in doseringen en er was ook een hoge studieuitval. Mijn laatste slide. Nu, je hebt gezien de analyse van daarnet, meta-analyse, dateert van 2011, dus er zijn weinig nieuwe studies. In 2019 zijn er een aantal publicaties verschenen die een aantal methodologische punten meer in detail bekijken. En in een eerste publicatie kijken ze naar de run-in-periodes van de studies. Een run-in-periode dient bijvoorbeeld, of is een korte periode voor randomisatie, bijvoorbeeld patiënten die niet goed reageren, patiënten die een hoge placebo-respons hebben, om die eruit te selecteren. En in deze analyse had men 1, vastgesteld dat dat vaak werd gebruikt in die studies, en 2, dat dat waarschijnlijk heeft geleid tot een overschatting van de werkzaamheid en vooral een onderschatting van de ongewenste effecten. In een tweede publicatie heeft men gekeken naar de patiëntenkenmerken op het baseline. Normaal gezien, als men patiënten randomiseert naar de studiearmen, dan ga je een gelijke verdeling krijgen voor bijvoorbeeld aantal mannen, vrouwen, leeftijd, gemiddelde leeftijd. Nu hier heeft men dat bekeken voor atypische antipsychotica versus placebo. En daar kwam men na een aantal analyses tot de conclusie dat er eigenlijk ook waarschijnlijk een overschatting is van werkzaamheid en een onderschatting van extrapiramidale symptomen. In een derde publicatie werd gekeken naar de gebruikte subjectieve schalen in deze studies bij PPSD. En in die analyse heeft men ook een analyse gedaan naar objectieve schalen of meetinstrumenten. En daar kwam men ook tot de conclusie dat antipsychotica niet of geen effect hebben op het verminderen van neuropsychiatrische symptomen en dat ze ook leiden tot belangrijke ongewenste effecten. Dank u voor uw aandacht. Dus de vragen zijn naar de 2 presentaties en we luisteren naar u, naar Dr. Peters, die psychiater en in een dienst voor elderly werkt. Dr. Peters travaille dans une unité de psychogériatrie et va nous faire une analyse critique de la revue de littérature que nous avons eue. Les questions seront dans un second temps après sa présentation. Merci au président du jury et aux organisateurs de me permettre d'être parmi vous aujourd'hui. Bonjour à tous, goeiedag iedereen. Et donc la question était de traiter des symptômes psychologiques et comportementaux dans la démence. Et je vous propose de brosser ce tableau d'un point de vue pratique, puisque moi j'ai plutôt une pratique de terrain hospitalière. Alors je n'ai aucun conflit d'intérêt.
La première question qui m'a été posée est de savoir s'il faut prescrire ou proscrire les antipsychotiques. Grande question, me direz-vous. Avant de l'aborder, je voudrais quand même qu'on se mette d'accord sur ce que sont ces symptômes psychologiques et comportementaux de la démence. Vous voyez ici différents points abordés. Dans les troubles démentiels, vous avez la partie cognitive, mais vous avez aussi, jusqu'à dans 90% de situations de maladie d'Alzheimer, des symptômes d'ordre psychologique et comportementaux. Donc c'est relativement fréquent. C'est souvent lié à une tension interne que la personne ne parvient pas à gérer, avec des symptômes de distorsion de la perception, du contenu de la pensée, de l'humeur et du comportement. Alors, ce qui est particulièrement difficile dans ce type de symptômes, et j'insiste bien sur symptômes, ce n'est pas une maladie, mais ce sont bien des manifestations cliniques, c'est qu'elles sont peu prévisibles et particulièrement difficiles à gérer parce qu'elles arrivent de façon inopinée, fluctuant en intensité et dans le temps, et très très épuisant pour les proches, épuisant pour les soignants, et qui altèrent la qualité de vie des personnes. Alors, vous voyez différents types de classifications. Ce n'est pas nécessairement le plus important, mais vous voyez que ça peut passer de troubles plutôt affectifs type anxiété, dépression, à des troubles psychotiques de type hallucination, délire, voire troubles du comportement, souvent les plus dérangeants, agitation, agressivité, cris et autres, et puis des troubles des fonctions élémentaires comme les troubles du sommeil. Alors, pour répondre à cette fameuse question, prescrire ou proscrire, approche pharmaco ou non pharmaco, j'ai envie de vous dire que quand on travaille avec des personnes qui souffrent de démence, la question qu'on se pose, c'est souvent de trouver un équilibre entre science et art, c'est-à-dire entre le savoir théorique, ce qu'on peut lire dans la littérature, et puis le savoir pratique et ce qu'on vit sur le terrain. Et ce n'est pas nécessairement la même chose. Et donc, avant de prescrire, j'ai envie de vous dire, essayons d'abord d'avoir une réflexion centrée sur la personne, en sachant que ces fameux symptômes ont en général un sens. La personne essaye d'exprimer des choses à travers ces symptômes parce que parfois elle n'a plus les capacités langagières pour s'exprimer. Et donc, commencer à les traiter, et parfois les traiter à l'excès, c'est, si on caricature un petit peu, les rendre non communicants, et ce n'est évidemment pas l'idée. Alors, l'approche non pharmaco, on est bien d'accord que c'est la première à envisager. Elle est évidemment préconisée quand on a des symptômes légers à modérés. Elle peut être efficace tant de façon préventive que de façon curative. On l'a déjà dit, dans certains troubles du comportement, tels que les cris ou les déambulations, les molécules pharmacologiques n'ont que très très peu d'effet. Alors, c'est très bien d'envisager l'approche non pharmacologique. Ceci dit, j'ai envie de dire que dans la pratique, essayer de maintenir à tout prix une approche non pharmacologique n'est pas toujours éthique et n'est pas toujours vivable, ni pour le patient, ni pour son entourage proche ou soignant. Et donc, je pense qu'il ne faut pas non plus diaboliser à tout prix les antipsychotiques. Si on passe à la prise en charge médicamenteuse, vous voyez les chiffres pour la Belgique, ils ont déjà été donnés en introduction. Je reviendrai juste peut-être sur ce chiffre de 32% de patients qui ont reçu une prescription d'antipsychotiques quand ils sont résidents en maison de repos à plus de 75 ans, par rapport à 5% au domicile. Ce chiffre est grand. Maintenant, il est aussi clair que ce sont des patients qui ont ce type de symptômes qui se retrouvent évidemment plus en résidence. Il est donc normal que ce soit là qu'il soit le plus prescrit. Ceci dit, 32% est peut-être quand même beaucoup. Quand faut-il prescrire? Grande question. Alors, on a peu d'études contrôlées, beaucoup d'études ouvertes, souvent sur des sujets plus jeunes. Ça ne correspond pas nécessairement aux personnes que nous rencontrons dans notre clinique. Et donc, finalement, on se base sur nos bonnes pratiques. J'ai mis entre guillemets, on fonctionne parfois un petit peu au feeling. On fait une analyse individuelle risque-bénéfice, on essaye d'évaluer ça le mieux possible en discussion avec la personne quand c'est encore possible ou en tout cas avec ses aidants proches. On prescrit quand on a des symptômes psychotiques modérés à sévères. Alors j'ai mis modéré entre guillemets parce que tout ça est toujours très subjectif. Ce qui est tolérable pour l'un n'est pas nécessairement tolérable pour l'autre. Quand on a une agitation sévère, une auto- ou hétéroagressivité sévère qui a des conséquences
Conséquence qui entraîne un état d'urgence, une mise en danger immédiate, une détresse psychologique grave ou une souffrance ou une menace pour les autres. Vous voyez que ça restreint quand même déjà fortement les patients chez qui, théoriquement, on est censé prescrire. Quand on prescrit, gardons des attentes réalistes. L'efficacité est quand même limitée, meilleure quand on est devant des symptômes plus graves, mais reste quand même limitée. Et donc les approches non pharmacologiques sont à combiner avec les approches pharmaco. Avant de prescrire, on l'a déjà proposé, l'idéal c'est d'avoir un consentement. La morbidité, la mortalité augmentent, les personnes doivent être au courant. Faire un examen physique paraît indispensable. Ceci dit, pas toujours réalisable quand vous avez un patient en face de vous qui crie, qui frappe, qui crache et qui en fait d'autres. Donc voilà, on fait dans la mesure du possible. On essaye de voir évidemment s'il n'y a pas d'autres causes qui peuvent expliquer ces symptômes avant de mettre une médication. Quel antipsychotique choisir? Une monothérapie, ça paraît évident. Dans la pratique, c'est loin d'être le cas. Nous avons des patients avec des listes de médicaments, parfois bien à la rallonge. Après, quel antipsychotique choisir? Si on le savait, je pense qu'on ne ferait pas une réunion aujourd'hui. On a les antipsychotiques de première génération, deuxième génération, troisième génération. Professeur Constant en a déjà parlé. Pour vous faire une synthèse rapide chez la personne avec démence, pour la première génération, vous avez une balance bénéfice-risque qui est peu favorable. Peu d'efficacité pour beaucoup d'effets secondaires. Si je reprends brièvement ce tableau, pour être clair, vous voyez que dans cette catégorie de médicaments, vous avez ceux à effet sédatif, qui peuvent avoir du sens bien évidemment, mais qui sont que utiles dans des phases aiguës. On ne va bien sûr pas mettre les gens de façon continue sous nosinant ou sous dipyperon. On a en bas, à l'autre extrême, ceux qui ont un effet incisif ou antipsychotique sur les délires et les hallucinations, où l'aldol peut encore avoir sa place. Et puis vous avez ceux à effet désinhibiteur, c'est-à-dire sur tout ce qui est émoussement affectif, où les benzamides sont plus indiqués. Alors pour reprendre les deux qu'on utilise peut-être plus dans notre pratique, c'est bien entendu l'aldol, pas en première intention en l'absence de délire, mais qui parfois peut être un choix quand on est dans l'urgence et que l'on doit traiter de façon rapide. L'amisulpridine a par contre un intérêt dans tous les symptômes de type anxiété et dépression, avec une tolérance un petit peu meilleure, voire quand même à surveiller l'hyperprolactinémie. La deuxième génération, c'est-à-dire les antipsychotiques atypiques, sont recommandés dans ce type de symptômes par rapport à la première génération. Ils ont une efficacité comparable, voire supérieure, mais une tolérance meilleure. Professeur Constant l'a déjà évoqué, les PIN et les ON, je ne vais pas revenir dessus. Pour vous donner un exemple, la risperidone est celui qui est permis en prescription. Il n'est pas off-label dans la notice. On a clairement l'indication, ceci dit, pour un temps limité et quand on a déjà essayé d'autres traitements de type non pharmaco. Il faut savoir qu'en France, la prescription est beaucoup plus limitée et au Canada également. La risperidone a une efficacité sur la psychose, l'agitation, l'agressivité. La tolérance est relativement bonne. Je vous ai néanmoins mis les points à surveiller. Olanzapine, un petit peu plus sédatif, on vous l'a déjà dit, indiqué dans l'agitation et l'agressivité. Attention bien entendu aux chutes fréquentes chez les patients âgés et fractures qui, quand il y a déjà un contexte de démence, ne sont pas du tout faciles à gérer. Vigilance aussi au niveau vasculaire et pour tous les effets métaboliques. Risperidone et olanzapine, je réinsiste, risque d'AVC ou d'AIT plus important chez des patients qui ont déjà des facteurs de risque. Et puis la quétiapine. La quétiapine semble un petit peu moins efficace sur l'agitation et l'agressivité. Par contre, elle a une indication dans les démences à corps de Lewy. Elle est relativement fréquemment prescrite parce qu'elle a moins d'effets secondaires et donc parfois on a tendance à l'utiliser plus même si les indications sont peut-être moins évidentes.
J'ai mis tous ces médicaments-ci, dont entre autres la clozapine, le Leponex, dont on a déjà parlé. Tous ces médicaments-ci sont par contre fortement déconseillés chez la personne âgée. La troisième génération, l'aripiprazole, est relativement bien utilisé chez la personne âgée dans le cadre principalement de psychose. Il a moins d'efficacité sur les agitations et l'agressivité. Il a une tolérance qui est relativement bonne. Gardons toujours une vigilance au niveau cardiovasculaire. Alors, comment prescrire ? Médication orale, évidemment, en priorité. On démarre lentement, ça paraît logique. 1/3 à une moitié de dose de l'adulte plus jeune, voire le plus petit comprimé disponible. Et puis, on augmente tout doucement et progressivement, jusqu'à la dose la plus faible qui amène un effet thérapeutique. Alors, bien sûr, il faut tenir compte des interactions médicamenteuses et demi-vie, des fonctions hépatiques et rénales, et on essaye de voir l'effet après 2 à 4 semaines. Ça ne sert à rien de conclure à un échec avant les 4 semaines. Et éventuellement, dans ce délai-là, on peut continuer à augmenter la dose pour trouver la dose efficace. Je vous l'ai dit, efficacité limitée, 25% seulement répondent, 62% sur l'agitation et la psychose, avec seulement une réduction de 30 à 50% de la gravité de la fréquence des symptômes. Vous voyez qu'on est donc dans des attentes qui sont vraiment très limitées. Bien entendu, il faut avoir un suivi rapproché des patients. En situation d'urgence, on peut envisager une intramusculaire privilégiée par rapport aux intraveineuses. Ceci dit, ils ont peut-être des troubles cognitifs, mais quand on leur fait une injection intramusculaire, il ne faut quand même pas espérer être bien accueilli le lendemain quand on vient avec une médication péros. Donc, quand même à réfléchir avant de faire des injections. Les doses au besoin ne sont pas du tout à favoriser. Elles sont à risque d'effets secondaires et de symptômes de rebond. Je dis toujours un petit peu, c'est parfois la solution facile pour les soignants d'avoir un si nécessaire au cas où. Faut-il encore l'utiliser correctement ? Des formulations à dissolution rapide type Vélotap n'ont pas de sens en si nécessaire puisque leur délai d'action est relativement long. Les injections à longue durée d'action, on ne les envisage pas chez la personne âgée, sauf dans des conditions bien limitées. Les effets secondaires sont plus importants que le bénéfice. Et si vraiment il faut le faire, pensons plutôt à des injections à courte durée d'action, type peut-être un Acutare. Vigilance lors de la prescription, il y a des effets indésirables, on vous l'a déjà dit. Quand il y en a et qu'ils sont sévères, on arrête le traitement. Quand ils sont modérés, on reste à la dose à laquelle on est et on fait un suivi pendant 7 jours. Si ces effets persistent, on diminue un peu la dose et on continue à observer. Et si réellement les effets continuent, on arrête la médication et on envisage éventuellement un autre antipsychotique. On ne commence pas à prescrire d'autres médicaments pour contrecarrer les effets secondaires parce qu'on rajoute des effets secondaires aux effets secondaires qu'on a déjà. La mortalité, utiliser des antipsychotiques augmente la mortalité par risque d'infection ou de problèmes cardiovasculaires. Vous voyez les chiffres de 2 à 4%, et au plus on augmente les doses et au plus on augmente les risques de mortalité. Déprescrire, j'ai presque envie de vous dire que c'est peut-être le point le plus important de ma présentation. On prescrit en situation de crise, et puis on n'arrête pas les médications. Or, un traitement devenu obsolète, continuer à le prescrire est non éthique. Et donc, il faut penser à les arrêter. Les symptômes psychologiques et comportementaux sont intermittents. En général, ils s'arrêtent de façon naturelle au bout de 3 à 4 mois. Et les antipsychotiques n'ont pas une efficacité démontrée au-delà de 3 à 6 mois. Donc, ça ne sert à rien de continuer à prescrire ces médicaments. Les arrêter fait peur à l'entourage, fait peur aux soignants, et donc c'est quelque chose qui doit se discuter avec tout un chacun. Quand on n'a pas de réponse au traitement, au bout des 4 semaines, on l'arrête. Quand on a une réponse favorable, on essaye d'envisager la réduction au bout de 3 à 6 mois.
En général, ça se passe relativement bien. Quand les sujets sont un peu plus âgés ou que les symptômes sont plus graves, on peut éventuellement quand même envisager de les garder, mais ça reste l'exception. On n'arrête pas un traitement chez une personne âgée de manière brutale. On a des risques de sevrage importants. On réduit, on parle en moyenne de 75, 50, 25% toutes les 2 semaines. Vitesse évidemment à adapter en fonction de la clinique et des molécules. Si les symptômes sont plus sévères, on diminue de façon plus lente, ça paraît logique, et on continue à surveiller nos patients pendant la déprescription et par la suite. Si les symptômes réapparaissent, on peut represcrire le médicament après avoir cherché éventuellement d'autres causes. On dit de repartir sur la dose minimale qui était efficace. Est-ce que la réponse sera la même? Ça reste un point d'interrogation. Et quand on les a represcrits, on les garde pendant 3 mois. On envisage de les réarrêter après 3 mois. Et si les symptômes reviennent après 2 tentatives d'échec, on se dit que peut-être il y a quand même un avantage à le garder. Une des dernières questions qui m'avait été posée est la prise en charge à domicile et en maison de repos. Alors, il est clair que le souhait des personnes est de rester à domicile. Alors oui, on peut l'envisager en tenant compte de certains points. Un, les aidants qui doivent pouvoir supporter les difficultés de ces symptômes et qui ont leur propre fardeau. Ils sont souvent âgés, fragiles, parfois isolés, bref, vulnérables. On peut leur proposer non seulement une information, la psychoéducation a un effet très positif, comment gérer le stress, comment agir face à des troubles du comportement, leur proposer un soutien psychologique, c'est parfois très culpabilisant de devoir prendre des décisions pour les autres, et essayer de mettre un réseau en place autour d'eux. Au plus on instaure ça tôt, au plus on a des effets positifs. Les mesures environnementales, vous comprenez bien qu'il faut un environnement adapté, le plus sécurisant possible, où les soins sont les plus adaptés, avec peu de facteurs de stress et un soutien affectif et émotionnel. Parfois plus facile à dire qu'à faire. Et parfois c'est plus possible au domicile et il faut quand même envisager une entrée en institution. Alors, aller où? Parfois à l'hôpital. De préférence pas en dernière minute de manière catastrophique avec un passage aux urgences où nous savons tous que c'est l'endroit le moins favorable pour des gens qui ont déjà des troubles du comportement ou des symptômes psychologiques. Les services de psychogériatrie ont un profil parfois plus adapté parce qu'un personnel peut être plus formé, un environnement un peu plus adéquat, un rythme différent et des durées d'hospitalisation à rien plus longues. L'hôpital général peut avoir du sens quand on est devant des symptômes somatiques à devoir gérer en parallèle. Qu'est-ce qu'on y fait? On y fait une évaluation globale, non précipitée, ce qui n'est pas nécessairement évident en milieu hospitalier où tout doit toujours aller très vite. On utilise éventuellement des échelles au besoin et on essaye d'avoir une personne de référence, souvent le médecin traitant. Et parfois, on fait un passage en maison de repos, passage qui n'est jamais facile et qui entraîne souvent une recrudescence des symptômes. Et je vous ai mis, je pense qu'elle doit faire partie intégrante du plan de soins. C'est quelque chose qui doit être réfléchi à l'avance pour éviter les augmentations de ces symptômes. Et que faut-il prévoir dans ces maisons de repos? Une structure adaptée et qui s'adapte, c'est l'idéal, un encadrement personnel suffisant, un travail en pluridisciplinarité et une formation des professionnels. Une formation à la bientraitance, c'est-à-dire se centrer sur la personne et pas seulement sur ses symptômes et savoir que faire ou parfois savoir ce qu'il ne faut pas faire quand on est devant des symptômes psychologiques et comportementaux. Alors, ces soignants, ils peuvent utiliser différentes techniques non pharmacologiques. Je vous les ai mises là. Malheureusement, elles ne sont parfois efficaces que le temps de l'activité. Et donc, parfois, on est obligé de mettre un traitement pharmacologique en route. Il me semble indispensable que le personnel soignant soit au courant des indications et des limites plutôt que de donner des comprimés sans savoir ce qu'ils donnent. Et pour conclure, j'ai envie de vous dire qu'une prise en charge globale, centrée sur la personne et interdisciplinaire,
n'est pas plus coûteuse, et je ne parle pas en termes nécessairement financiers, mais en termes d'énergie pour tout un chacun, elle n'est pas nécessairement plus coûteuse que des soins engagés pour traiter de façon juxtaposée les diverses pathologies. Je vous remercie pour votre attention. Dank u. Kan meneer Bijtaar ook op het podium komen? Zijn er vragen? Ja, ik wilde één vraag aan meneer Bijtaar stellen. Ik wilde weten, hebt u ook studies met andere drugs dan antipsychotica gezien? Bijvoorbeeld met antidepressieve drugs ofwel met benzodiazepine in vergelijking voor deze symptomen? Hebben ze gezien en hebben ze geëxcludeerd. Dag, mevrouw Peters van Hooijwegen van de jury. Ik heb een aantal vragen. U vermeldt onder meer dat er informed consent moet zijn voor het opstarten van een antipsychoticum. Hoe strikt is dat? Hoe strikt is dat? Hoe strikt moeten wij dat in de klinische praktijk toepassen? L'idéal, c'est d'avoir un consentement systématique. Je pense qu'on part dans cette idée-là. Alors, c'est sûr que les patients ne sont pas toujours en position pour donner leur consentement. Il faut quand même veiller à voir avec leurs représentants si, effectivement, ils sont bien avisés des risques. Il y a une augmentation de morbidité, de mortalité. On part quand même vers des accréditations qui nous demandent d'avoir un minimum d'informations aux patients. Et je pense que le consentement est judicieux. Ce ne sont pas des médicaments tout à fait anodins. In uw tekst vermeldt u dat de tweede generatie een verbetering hebben op cognitie en depressieve sentiment. Is dat, wat bedoelt u daarmee? Wilt u zeggen dat de tweede generatie minder nadelige effect heeft dan een eerste? Ja. Of wilt u echt zeggen dat het beter wordt? Non, c'est effectivement avec moins d'effets. Donc la deuxième génération a moins d'effets délétères au niveau cognitif que la première génération. La première génération est effectivement très néfaste à ce niveau-là. Et donc c'est une des raisons pour laquelle on envisage entre autres les deuxièmes générations. Oui. In de opvolging vermeldt u ook dat de glycemie, lipideprofiel en EKG moet gevolgd worden. Hoe concreet ziet u dat? Dans les suivis, on essaye quand même d'avoir des prises de sang régulières et de donner une information sur l'alimentation et des mesures diététiques. Mais donc effectivement avec des prises de sang régulières au niveau des suivis en consultation. Regelmatig? Ja. Elke week, elke maand? Ça dépend avec le temps. On essaye de revoir nos patients toutes les 2 semaines en post-hospitalisation. Alors, c'est pas toujours évident, on sait tous que les consultations sont plus que surchargées, mais effectivement on essaye d'avoir un suivi et si c'est pas nous, on essaye en tout cas que le médecin traitant assure le suivi derrière nous et donc c'est une information qu'on va transmettre au niveau du rapport de sortie. Okay. Is er nog iemand in de jury die een vraag stelt? Nee, blijkbaar niet. Oké. Dan is er een vraag daar, ja, mevrouw. Oui, bonjour, Fanny Vaillant, je suis pharmacienne clinicienne en gériatrie. Et on a souvent donc, des patients qui sont traités par la risperidone 0,25. Ma question c'est, est-ce que si on doit l'arrêter, on peut l'arrêter d'un coup, 0,25, ou il vaut mieux encore diminuer, ou voir un jour sur 2? Nous, on ne fait jamais des 1 jour sur 2. Ceci dit, du 0,25, moi, j'ose encore faire une dose intermédiaire. Oui. Parce que ça fait 0,1 millilitre. Oui, mais en psychogériatrie, on travaille avec des morceaux de comprimés. Oui, c'est une réalité. Ceci dit, le problème, ce sont les effets secondaires quand on arrête trop vite. Et donc, c'est vrai qu'on a des durées d'hospitalisation qui nous permettent quand même de prendre un petit peu plus de temps. Et je pense que la prudence est de mise. J'ai aussi une question. S'il vous plaît, est-ce que vous avez une expérience ou pas du tout avec l'utilisation de la clozapine finalement dans les démences liées à Parkinson ou dans les démences à corps de Lewy, ou pas du tout? Si, on l'utilise. J'ai moins d'expérience pour le Parkinson, mais pour les démences à corps de Lewy, effectivement, on l'utilise parce qu'on a, on a plus d'efficacité avec la clozapine. Ceci dit, on a quand même régulièrement été amené à l'arrêter pour des problèmes de biologiques, quoi.
Donc c'est un médicament qui malheureusement ne passe pas très bien. En tout cas chez la personne âgée. Ik had nog een vraag voor meneer Baita. In de studies hebt u als endpunt de burden of de mensen die voor de patiënten zorgen gezien. En donc souvent dans la prescription de ce genre de médicaments, on a l'idée du patient mais aussi de l'entourage. Et a-t-il vu des études où l'évaluation était l'épuisement de l'entourage? We hebben eigenlijk alleen gezocht naar RCT's. En het zijn eigenlijk zaken die men meer in observationeel onderzoek bestudeert. En dus dat zijn studies die we niet hebben bekeken. Merci. Ja, ik wilde ook nog een vraag stellen. Ik ben Maarten van den Bossen, mijn supervisor voor een afdeling van patiënten met dementie en ernstige gedragsproblemen in Kortenberg. En mijn vraag was eigenlijk, zou het kunnen dat in de studies die we hebben rond behandeling, maar ook rond het stoppen, ik denk eigenlijk de patiënten die wij zien in opname in het ziekenhuis, die met de meest ernstige gedragsproblemen, dat die vaak geëxcludeerd worden uit de studies. Dus dat de effecten die we zien van antipsychotica waarschijnlijk minder zijn, omdat het ook gaat, vaak studies in rusthuizen, waar het patiënten zijn met minder ernstige gedragsproblemen. Hetzelfde voor het stoppen, dat wordt ook een stuk onderstreept in de Cochrane, dat patiënten die bij aanvang al een hogere NPI-score hebben, dat die eigenlijk mogelijk wel baat hebben om langer antipsychotica door te geven. Oui, donc il est clair que les études ne concernent pas les patients que nous, on rencontre à l'hôpital. Hein. Ça, on est bien d'accord. Ce sont souvent des patients plus jeunes et effectivement avec moins de troubles du comportement que ceux qu'on a. Et donc, c'est sûr que tant dans la manière de prescrire que dans la manière de déprescrire, on doit adapter en fonction de nos patients. Et c'est pour ça que je répondais là tantôt à la question de la risperidone. On est quand même beaucoup plus prudent que ce qu'on peut parfois nous donner comme guidelines dans les études. Oui. Om toe te voegen voor de studies, ik heb ook op het einde erop gewezen dat er een aantal publicaties van in 2019, bijvoorbeeld gekeken hebben naar die run-in-periodes. Dat is eigenlijk al een selectie, nog een extra selectie, want dat is eigenlijk een algemeen probleem, niet alleen bij studies bij BPSD, maar hier heb je, je spreekt van een enrichment eigenlijk van de ontzettende populatie. En men heeft echt wel specifieke analyses rond gedaan die erop wijzen dat dat inderdaad geassocieerd is met een hogere werkzaamheid in die studies, een overschatte hogere werkzaamheid bedoel ik, en een onderschat risico op ongewenste effecten. En eigenlijk is het een algemeen, die zaken die ik toen besproken heb, is eigenlijk een algemeen kritiek op studies in gans dat domein. Ik ga eerst het woord geven aan madame Henri, omdat ze lid van de jury is. J'aurais voulu savoir à quel point il y a une tendance de ne pas seulement prévoir les prescriptions de médicaments, mais aussi envisager les traitements non médicamenteux. Parce que je pense que ça peut être une complémentarité, voire le remplacement tout court de ces traitements qui ne sont pas forcément efficaces et qui peuvent aussi être apaisants pour les familles. Hein. Même si les familles souhaitent parfois arrêter tout, ou non, instaurer un traitement qui arrête les troubles, je pense qu'il est intéressant de leur parler aussi et peut-être leur montrer aussi un certain apprentissage d'une attitude et d'un traitement non médicamenteux qui est applicable par d'autres que des professionnels, mais aussi même les familles. Oui, donc le traitement non pharmacologique est toujours conseillé, si évidemment on n'est pas dans une situation d'urgence, est toujours conseillé préalablement et il est vivement conseillé de le continuer en parallèle avec la prise en charge médicamenteuse. Je pense que c'est aussi une façon de donner aux aidants un sens à ce qu'ils peuvent apporter à leurs proches. Et effectivement, la psychoéducation, par exemple, a montré beaucoup d'efficacité. Hein, savoir comment réagir par rapport à quelqu'un qui a des troubles du comportement, savoir gérer ce stress qui est quotidien, qui est parfois de jour comme de nuit. Oui, effectivement, ça je suis tout à fait d'accord. Je pense juste qu'il ne faut pas pousser cette prise en charge non pharmacologique à l'extrême et à un moment donné, malheureusement, on n'a peut-être pas le choix de passer aux médicaments, mais c'est sûr que c'est à privilégier dans la mesure du possible. Ouais. Merci.
Oké, nog één vraag, ja? Oui, c'est très court. Merci beaucoup en tout cas pour votre présentation. Plein d'humanitude. La question, parce que moi je suis médecin coordinateur dans une maison de retraite et un des problèmes que nous rencontrons souvent, c'est lorsque des gens sont difficiles à gérer, surtout pour le personnel, se promènent, risquent de tomber, c'est la contention. Donc la contention physique, qui est extrêmement mal vécue par le patient, par la famille. Et donc, il y a la contention chimique, et qui pose un problème éthique aussi. Est-ce que nous n'allons pas trop loin? Est-ce que nous respectons le patient en donnant une contention chimique plutôt qu'une contention physique qui est visuelle? Voilà. C'est un problème plutôt éthique que je pose ici. Ah oui, c'est un grand débat, ça, hein. Effectivement, contention, pas contention. Je pense que c'est comme les traitements pharmacologiques. Quand on n'a pas le choix, peut-être qu'il faut les envisager, mais de manière bien réfléchie. Et donc, on utilise des moyens de contention dans notre service, mais qui sont en accord avec toute l'équipe, qui sont discutés et qui sont parfois très efficaces et parfois très simples. Une simple limitation à la chambre permet parfois de faire descendre la pression des uns et des autres, parce qu'avoir un patient agité dans une salle ou dans une maison de repos, c'est prendre le risque qu'une demi-heure ou une heure après, vous en avez 5 qui montent dans les tours. Donc parfois, un tout petit peu isoler la personne, qui reste néanmoins une contention, hein, on est bien d'accord, peut parfois éviter de devoir monter une médication. J'ai envie de vous dire vraiment, c'est au feeling, et je pense qu'il faut faire le moins mauvais. Je crois que c'est pas le mieux, mais c'est le moins mauvais. Oké, dan denk ik dat we gaan afsluiten. We gaan eventjes pauzeren. Ik stel voor van rond 11:40 terug hier te beginnen. Iedereen kan intussen iets drinken of een knabbel gebruiken.